Je vous remercie. Je suis très honoré de répondre à des questions par rapport à l'actualité et surtout très honoré de parler au site Nettali qui constitue aujourd'hui une référence dans le paysage médiatique du Sénégal. Donc je vous remercie de cette invitation. Alors, je voudrais dire à l'entame de mon propos que la nouvelle qui a été annoncée a suscité à mon niveau deux inquiétudes, deux sentiments plutôt. Le premier sentiment, c'est un sentiment d'inquiétude. Un sentiment d'inquiétude parce que, en tant qu'expert pétrolier, ayant évolué pendant une vingtaine d'années, tant au niveau de l'amont que de l'aval pétrolier, et travaillant aujourd'hui avec énormément de structures qui évoluent dans ce domaine, entendre à ce jour que du gasoil d'une toxicité extrême ou du carburant, en tout cas d'un certain degré de toxicité, a été envoyé dans nos pays, est quand même assez inquiétant. Le deuxième sentiment, c'est peut-être un sentiment d'espoir. C'est l'espoir que nous tenons au moins une occasion de procéder à différents réglages, à différentes interventions pour pouvoir corriger énormément de choses qui ne sont pas souhaitables pour un pays qui va exploiter du pétrole dans moins de 10 ans, très prochainement. Je vous disais à l'entame de mon propos que je suis extrêmement inquiet, je dois l'avouer. Pourquoi? Parce que un scandale du genre qui éclate et qu'on n'entende pas des réactions sérieuses des autorités compétentes relève, à mon avis, d'une irresponsabilité criarde. D'abord, rassurer les populations. Rassurer les populations parce que, vous le savez, le pétrole est partout. Les réseaux de distribution sont des réseaux épars et nombreux. Le pétrole, je le dis tout le temps, c'est deux enjeux. C'est des enjeux sécuritaires d'abord et des enjeux financiers ensuite. Mais il convient, à mon avis, de rappeler exactement ce qui s'est passé, de manière simple, compréhensible et audible. Alors, l'organisation non gouvernementale suisse Public Eyes a sorti un rapport dans lequel ils accusent les multinationales, certains traders multinationales suisses, qui ont des réseaux en Afrique de l'Ouest, de vendre à travers ces réseaux-là du carburant en teneur de soufre très élevée et avec un degré de toxicité donc très élevé. Ce qui est très grave. Si effectivement nous savons quelles sont les conséquences de ces actes-là et les méfaits que le soufre et d'autres produits comme le benzène ou le monoxyde de carbone contenus dans du carburant peuvent faire sur la santé des populations, en foulant du pied les normes et règlements des pays, cela me semble extrêmement grave. C'est pourquoi je pense, à mon humble avis, que la réaction primaire devait être
la sortie très responsable des autorités de notre pays pour rassurer et puis passer à des interventions rapides de vérification de la véracité de ce qui est contenu dans ces rapports-là ou pas. Alors, à ce jour, comment les produits pétroliers entrent dans ce pays? Quelles sont les normes en vigueur? Quels sont les moyens de contrôle, les moyens techniques, et quels sont les moyens communicationnels des entreprises qui interviennent dans la distribution des produits pétroliers? Et qui sont ces entreprises-là? C'est autant de questionnements que ces rapports-là ont soulevés et qu'il faut élucider et qu'il faut dire aux populations. J'ai à l'esprit le communiqué laconique sorti par le Comité national des hydrocarbures qui semble minimiser la chose en insistant sur le fait que le rapport, en tout cas, ne fait ressortir que la problématique des normes et de donner comme preuve, en tout cas, que la SAR, qui a un laboratoire, c'est vrai, a donné des satisfecit aux Américains parce qu'ils avaient livré du jet A1 à l'avion Air Force One. Ce sont des amalgames, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Nous parlons de choses extrêmement différentes. Du carburant a été livré à des pays via des réseaux. Ce sont des réseaux de stations-service qui existent, qu'on peut identifier. Mais si le rapport le souligne, je pense qu'il faut interroger des experts, il faut interroger les hauts fonctionnaires qui existent un peu partout dans ce pays, et même au niveau du ministère de l'Énergie, ou alors au niveau des autres entités, pour aller faire la traçabilité de ces produits-là qui sont entrés. Parce que s'ils disent qu'ils ont pris des échantillons de produits, ils les ont pris où? Dans des stations-service. Comment ils sont allés les prendre à l'insu des gérants ou des réseaux? C'est carrément contradictoire. On ne les prend pas à la pompe, on les prend à la cuve. Alors, ils ont cité entre autres Oryx, le groupe Adax et Oryx, qui est en fait un groupe, d'ailleurs qui a beaucoup de stations-service au Mali, et qui est en train de se lancer dans le réseau au Sénégal, au Bénin un peu ailleurs. Ils ont cité, je pense, le groupe Vitol, qui assure la marque Shell, et Trafigura, qui a aussi la marque Puma Energy. Ce sont donc des multinationales qui sont présentes. Et ce qui m'a semblé bizarre aussi, c'est que ce sont les seules multinationales qui ont été citées. Et ce sont des multinationales essentiellement suisses. Il advient de quoi pour les autres? Et quitte des indépendances, qu'on appelle des indépendants, des Sénégalais qui sont là et qui interviennent aussi sur ce marché-là. Je pense que c'est là où on en appelle à la responsabilité de l'État. C'est pourquoi je disais tantôt aux organisations consuméristes qui sont venues me voir, qui sont prêts à engager la lutte, en tout cas pour faire la lumière sur cette histoire, que cela n'est pas simple et facile. Il ne faut pas que les gens croient que c'est comme du lait qu'on nous donne ou alors de la marque de viande. C'est du carburant, c'est du pétrole. Et que les enjeux sont colossaux et qu'il faut de l'expertise, mais il faut aussi de la neutralité. Il faut de la neutralité. Donc ce n'est pas une mince affaire, mais je pense que la réaction citoyenne doit être, en tout cas, d'élucider la chose et dans les délais, dans les plus brefs délais. On peut aller jusque-là, mais je pense que c'est déjà à ce niveau-là. Je pense que c'est un niveau, c'est peut-être d'autres étapes. Mais il y a beaucoup plus simple et plus efficace aujourd'hui en termes de rapidité d'exécution parce que nous continuons à consommer du gasoil tous les jours ou de l'essence tous les jours. Donc il va falloir dans les prochains jours nous dire exactement ce qu'il en est. C'est vrai,
Et cela me rappelle la formation, le problème de la formation ou de la sensibilisation de nos élus. Quand nous avions parlé récemment des découvertes du pétrole et du gaz, nous disions qu'il était impératif de sensibiliser l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social sur ces questions-là. Parce que c'est eux qui vont légiférer demain. Mais il va falloir que ces gens-là qui légifèrent sachent de quoi l'on parle. Vous ne pouvez pas légiférer sur des choses que vous ignorez. Ce n'est pas possible. Et ça doit être impératif. Les former, les sensibiliser, leur expliquer, leur parler, et surtout qu'ils aillent sur le terrain voir pour qu'on montre aux gens comment ça fonctionne. Comment est-ce que le pétrole entre dans ce pays? Comment il est distribué? Qui le fait? Quelles sont les normes? Est-ce qu'on les respecte ou pas? Je vous assure que si vous allez dans certains réseaux, vous êtes hallucinés. Les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Je parle des conditions de sécurité. Et, à la limite, parfois, vous vous demandez si vous n'êtes pas en sursis. Regardez les pipelines de la SAR qui traversent des concessions. Le maillon manquant de la chaîne de distribution des produits pétroliers n'a jusqu'à pas aujourd'hui été pris en charge par nos autorités. Et Dieu sait que nous avions proposé la création de ce corps d'agents de sécurité de sites sensibles qui est inéluctable à toute exploitation d'industrie pétrolière, ne serait-ce que dans la plus petite station-service. On n'a jamais été entendu, jamais eu de réponse. Et ça a été une réponse à une création de 3000 emplois déposés sur la table des autorités. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Et ça dure depuis 1 an. C'est pourquoi ça suscite des inquiétudes. C'est pourquoi vous posez des questions. Nous en sommes arrivés à nous poser des questions. Donc voilà des questions essentielles sur lesquelles nous attendons la réaction des autorités. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, tantôt, que la réaction ne se fait pas, n'est pas adéquate quand on a entendu un communiqué laconique du Comité national des hydrocarbures qui semble minimiser la question en disant que cela pose le problème des normes et des spécifications des produits pétroliers qui entrent dans ce pays. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Mais absolument. Absolument. Et ça, c'est une doléance des pétroliers eux-mêmes qui l'ont posée. La lutte des indépendants pour ça. La question des dépôts et des dépôts secondaires. Le problème de l'insécurité posée par les nombreux camions maliens qui entrent dans ce pays tous les jours. Les fraudes qui sont opérées et dont les gens n'ont pas les moyens de contrôle parfois. Mais ce sont autant de questions dont nous avons aujourd'hui l'occasion de les régler. C'est pourquoi je dis que le silence est inquiétant. Ou alors, la réflexion est trop longue. Je ne parle pas de peur, mais je parlerai d'inquiétude. Je parle d'inquiétude parce que nous ne voyons pas à ce jour des prémices d'une réflexion sérieuse ou d'action sérieuse allant dans le sens de la résolution ou de la prise en charge de ces questions à venir. Nous allons produire du pétrole en 2022. Les premiers barils, Inch'Allah, vont sortir à ce moment-là. Aujourd'hui, à part des discours d'intention, nous ne voyons pas des actions concrètes qui vont dans le sens de l'anticipation de ces problèmes-là. Les cas d'école sont là, des pays qui ont eu à découvrir du pétrole. Je prends un cas au hasard, le cas du Tchad. C'est le premier pays qui me vient à l'esprit. On peut donner l'exemple du Ghana, on peut donner l'exemple de l'Algérie, on peut donner l'exemple du Nigeria. Des cas d'école, bons ou pas, mais ce sont des cas d'école. Le Tchad, bien avant l'exploitation du pétrole, ça veut dire bien avant 2000 ou 2003, avait déjà eu à exploiter près de 45 blocs qui avaient été donnés à des majors, à des multinationales pour l'exploration. À partir du moment où des prémices concordantes ont montré qu'il y avait effectivement un pétrole qui probablement allait sortir de terre, mais le pays a été dans une effervescence intellectuelle extrêmement poussée et extrêmement dynamique en faisant appel à l'expertise nationale et internationale alliée à l'expertise de l'État pour jeter les bases de réflexion pour poser tous les problèmes
pour résoudre tous les problèmes qui allaient se poser éventuellement. Deux exemples patents. Au Tchad, ils avaient déjà réfléchi et avaient créé un conseil de surveillance pour, en tout cas, réfléchir sur les moyens d'utiliser les recettes issues du brut. C'est ce qui est fait aujourd'hui. L'autre exemple, sur le plan technique, l'actuel ministre tchadien du pétrole et de l'énergie, Djarassem, est un expert qui a fait ses preuves dans beaucoup de multinationales. Nous avons eu à travailler avec lui sur certains dossiers avant, et qui aujourd'hui, et qui avait inventé une application permettant d'anticiper sur les problèmes mécaniques qui allaient être soulevés par l'exploitation, au niveau d'exploitation des puits, et son invention avait été primée, avait reçu beaucoup de distinctions de la communauté scientifique internationale. Il est aujourd'hui en terrain connu, il sait de quoi il parle. Et ce sont des motifs de satisfaction. Donc c'est là où, en tout cas, encore une fois, nous posons des questions et nous attendons encore des réponses. Les réflexions par rapport à l'emploi des jeunes. En créant les pipelines qui relient le Tchad au Cameroun, c'est 35 000 jeunes qui ont trouvé de l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces réflexions-là? Ils ont eu à développer, à réfléchir sur les revenus qui allaient être redistribués au niveau des localités en incitant les populations à la réflexion sur des plans de développement. On vous donne de l'argent parce qu'on a découvert du pétrole chez vous, dans votre contrée, qu'est-ce que vous allez en faire après? Et même les fonds après qui ont été alloués aujourd'hui à des générations futures. Le cas du Ghana, c'est aussi probable. Alors, nous avons l'occasion, nous, aujourd'hui, d'être dans cet environnement-là, de devenir demain un pays producteur de pétrole, et nous en sommes encore à la priorité de l'agenda politique sur l'agenda économique, alors que nous voulions être émergents en 2035, et avec la découverte du pétrole, il est possible de raccourcir ces délais. Convenez avec moi qu'il y a un certain nombre de questions à se poser. Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tout s'est réduit à des recommandations du président de la République. Ça s'est arrêté là. C'est ça la vérité des choses. Mais l'expertise est là. Les propositions pour la création de l'Institut des métiers du pétrole et du gaz, nous l'avions soumis aux autorités depuis combien de temps nous attendons? Nous n'avons encore rien vu. Nous avons entendu en tout cas certains ministres les porter et parler de la création de 2000 jeunes à ces métiers-là. Et nous avions dit qui va former et pourquoi? Nous avons posé tous ces problèmes-là. Le problème, c'est les réponses. Parce que pourquoi nous nous demandons? Mais quand vous dites que c'est dans 12 ans ou dans 10 ans, il est possible, en 2022, dans moins de temps que ça, d'exploiter ce pétrole-là, si les conditions sont réunies. C'est-à-dire si effectivement, toutes les intentions posées ont été réalisées. Il n'y a aucune raison, avec les nouvelles technologies, que cela ne puisse pas se faire. Mais le problème que nous avons, c'est un problème de volonté. Parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui, en tout cas, d'après mon expérience, qu'il n'y a pas de volonté de le faire. C'est juste les gens en parlent, mais n'agissent pas. Or, c'est l'action qui fait la différence. Il ne suffit pas de dire « nous allons », il suffit de faire. Et de donner de l'espoir à tous ces jeunes-là qui doivent profiter de cette manne pétrolière. Je pense que c'est à ce niveau-là que se pose fondamentalement la question de l'exploitation du pétrole et du gaz dans notre pays. Je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas un travail de communication et d'information sérieux fait à l'endroit des populations. Nous avions récemment eu l'occasion de participer, ou en tout cas de coordonner la rencontre des hommes d'affaires experts nationaux et de la diaspora. Sur cette question-là, nous avons eu à discuter avec des Sénégalais
experts dans le domaine d'activité ou d'autres hommes d'affaires qui ont émis le besoin de venir, en tout cas investir dans notre pays et de profiter de cette manne-là et de faire profiter aux populations de ces mannes-là. Mais il n'y a aucun suivi. Le président de la République a donné des instructions fermes en demandant à ce qu'il y ait un suivi, que ça soit institutionnalisé. À ce jour, rien n'est fait. C'est pour ça que je dis que c'est un scandale. Quand je vous dis que nous avions soumis des projets de création d'emplois de près de 3000 jeunes à ces métiers-là, de formation et d'insertion. Je parle de formation et d'insertion. Nous avions donné ces projets-là qui ont été réfléchis, étudiés, signé des conventions avec des compagnies pétrolières qui sont prêts à engager des jeunes et que nous avions donné aux plusieurs autorités et que nous n'avons pas de réponse un an après. Et on continue à parler de chômage. Mais c'est pourquoi je vous dis que ça pose un problème. Nous avons un problème, nous avons un sérieux problème en se disant est-ce que finalement il y a une volonté réelle de résoudre les questions qui se posent essentiellement. C'est ça la question de fond. Aujourd'hui, nous avions essayé de réunir beaucoup d'experts qui, à travers l'association des experts pétroliers africains, ont voulu s'approprier cette question-là. Mais il n'y a pas de répondant. Parce que les voies que nous connaissons, ce sont des voies administratives. Mais quand vous devez attendre pour être reçu un an, ou alors qu'on vous balance à un conseil technique qui vous dit oui, moi j'ai donné mon appréciation positive, mais j'attends. Mais ça pose vraiment un problème d'orientation et justement par rapport à votre question, d'application des instructions données par un président de la République, qui est quand même la plus haute autorité de ce pays. Et qui, je dois le rappeler, ne le mérite pas. Parce que j'estime, ça c'est un avis tout à fait personnel, que son Excellence M. Macky Sall a quand même a eu la volonté d'associer, d'ouvrir, de dire oui, associez tout le monde et allez-y. Ça, c'est quand même la volonté d'un président de la République qu'il faut reconnaître. Maintenant, s'il y a un problème de suivi, il faut aller savoir à quel niveau vraiment les gens peuvent aujourd'hui intervenir. En tout cas, ce que je retiens d'essentiel, c'est qu'à ce jour, il n'est même pas question que les problèmes soulevés par l'ONG suisse Public Aids soient oubliés. Il n'est même pas question. Et ça, c'est la volonté des citoyens qui ont le droit à l'information, qui veulent savoir et qui doivent savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment cela se passe, comment cela fonctionne et quels sont éventuellement les niveaux de responsabilité si cela s'est avéré vrai. Parce que ça aussi, c'est une autre paire de manches. Mais il n'y a qu'une commission d'enquête technique avec des experts indépendants, avec l'accompagnement de l'État qui peut l'élucider. C'est plutôt une question d'orientation politique aussi. C'est aussi une question d'orientation parce qu'il faut savoir que dans ce pays, on cherche du pétrole depuis 1917. Ça aussi, il faut le savoir. Il faut savoir que les premières multinationales se sont installées ici depuis 1955. Il faut savoir que la SAR existe depuis 1961 et qu'aujourd'hui, la SAR est une référence dans la sous-région en termes d'abord de ressources humaines, de qualité, il faut le dire, mais aussi en termes de technicité. Hein. La SAR bénéficie quand même d'un laboratoire d'analyse assez performant et qui contrôle qui contrôle en tout cas tous les bruts qui sont soumis à sa responsabilité de raffinage. Donc ça, ce sont des réalités qui sont là. Mais depuis 2000, en tout cas, la donne a changé depuis l'avènement des indépendants qui sont entrés dans la distribution des produits pétroliers. Parce qu'avant, il n'y avait que les multinationales qui étaient présentes. Mais aujourd'hui, vous avez plus de 30 compagnies qui interviennent. Ça aussi, c'est un autre problème, qui interviennent dans la distribution des produits pétroliers. Et que, avec des moyens
plus ou moins substantiels pour faire face à la boulimie des multinationales qui ont des méthodes autres. Mais ça aussi, c'est des questions de volonté politique et d'orientation. Alors, je m'inscrirai simplement dans l'urgence des interventions. Par rapport à ce problème posé, ce serait un scandale que de ne pas donner des informations justes et vraies après vérification. La deuxième chose qui me semble essentielle, c'est que l'emploi des jeunes, par rapport aux découvertes qui vont être faites, est quand même un impératif majeur et un enjeu majeur. Et nous devons nous inscrire tous, État, experts ou personnes ressources, dans la perspective de création ou de réflexion de la création et d'insertion d'emplois des jeunes pour qu'ils profitent, des générations futures puissent profiter pleinement, en tout cas de la manne pétrolière qui sera là bientôt et qu'il faut le préparer. C'est moi qui vous remercie. Et des spécifications